Salut! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Donc je vous ai demandé il y a quelques semaines de me poser vos questions soit par mail, soit en dessous de la vidéo que j'avais créée à ce sujet-là. Et vous avez été nombreux à jouer le jeu, donc ça m'a fait vachement plaisir. Déjà, merci de m'avoir posé autant de questions. Et dans cette vidéo, je vais compiler toutes ces questions pour faire des réponses globales à tout le monde. Donc vous allez voir, il y a des questions qui sont assez techniques, qui vont parler un peu d'administratif et compagnie, et des questions qui sont beaucoup plus portées sur les revenus passifs, combien ça rapporte, comment ça marche, quels sont les meilleurs projets. Donc si tu es intéressé par la liberté financière, retrouver tes 3 libertés financières, géographiques et temporelles et quitter le salariat, regarde bien cette vidéo parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées par plein de gens. C'est-à-dire que les questions que j'ai vues, c'est des questions que j'avais déjà qui m'ont déjà été posées par le passé et qui me seront sûrement encore posées. Donc c'est des questions assez classiques qui, je pense, pourront aider la plupart des personnes de cette chaîne qui sont intéressées par cette philosophie-là. Voilà, donc j'ai les questions devant les yeux, je vais les lire en temps réel, au moins que tu vas pouvoir savoir de quoi on parle. Donc c'est parti. Hello Johan, si tu devais tout recommencer de zéro, tu te lancerais sur quel projet et pourquoi? Question de Morgane. Alors, si je devais me lancer aujourd'hui, je partirais sur les projets qui rapportent le plus d'argent. C'est des projets qui vont rapporter de l'argent à moyen terme, c'est-à-dire que dès le début, ça ne va pas rapporter beaucoup. Par contre, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, je sais que je pourrais facilement rattraper le niveau de revenus que j'ai aujourd'hui, ou en tout cas que j'avais un petit peu avant. Donc je partirai globalement sur des projets à haut potentiel, c'est-à-dire les boutiques e-commerce, une boutique e-commerce de dropshipping, la création d'un blog ou d'une chaîne YouTube. Ce sont des façons d'attirer des personnes en masse sur son site, de faire des chiffres d'affaires assez élevés parce que le blog, je peux faire de l'affiliation, parce que le dropshipping, tu peux vendre des produits beaucoup plus chers que ce qui se vendent sur la plateforme fournisseur. Tout simplement parce que YouTube, ça permet de toucher des gens en grande quantité, en grand nombre, sur une thématique précise. Donc si demain je crée par exemple une chaîne sur le bien-être et que je présente des produits bien-être, je sais que je vais avoir une foule de gens qui sont passionnés par le bien-être, qui vont être à même d'acheter tous les produits un petit peu sympas autour du bien-être quand je vais leur présenter. Donc tu vois, ça fait des potentiels clients que tu as automatiquement grâce à ce projet. Donc pour répondre à la question, Morgane, je choisirai soit une boutique e-commerce, soit un blog, soit une chaîne YouTube, et je ferai de l'affiliation, de la vente de produits, voire même de la vente de formation. En tout cas, ces 3 trucs me paraissent les plus efficaces. On enchaîne avec une question de Cécile qui me demande « Salut, est-ce que c'est compliqué vis-à-vis des banques d'obtenir un prêt immobilier avec ce type de statut et des revenus? Merci à toi. » Alors oui, effectivement, Cécile, c'est plus compliqué d'avoir un prêt immobilier quand tu es auto-entrepreneur ou que tu es en société. Moi, je suis encore auto-entrepreneur, je n'ai pas déplacé le plafond des 76 000 € par an. Donc voilà, je suis encore assez large. Et en fait, tout simplement, oui, c'est plus compliqué. Il va falloir que tu prouves que les revenus soient réguliers. C'est-à-dire que si ça fait 1 an que tu as commencé, ça va être compliqué de justifier que ton entreprise marche, qu'elle est en progression. Par contre, il va falloir que tu notes chaque euro qui rentre sur ton compte. Voilà, moi j'ai un tableau où j'ai fait 2020, 2021, 2022 et dans ces 3 années j'ai mis janvier, février, mars, etc. Donc tout le mois et chaque fois je note le chiffre d'affaires que j'ai fait sur tous les projets que j'ai, donc un peu ce que j'ai gagné avec les livres, ce que j'ai gagné avec les 3 libertés, ce que j'ai gagné avec les stocks photos et j'additionne tout ça. Donc le jour où je vais vouloir faire un prêt immobilier, je ne suis pas encore propriétaire au moment où je fais cette vidéo là, mais j'ai des copains qui sont dans l'entrepreneuriat qui l'ont fait et qui ont un petit peu plus galéré qu'un gars en CDI, c'est logique, c'est un des désavantages d'être entrepreneur. Je sais que voilà, j'arriverai, je prendrai tous mes tableaux et je pourrai les présenter. Je pourrais dire voilà, tu vois, le chiffre d'affaires est en croissance, tu vois, c'est assez stable, je fais jamais moins de 1500, 2000 € par mois. Donc je vais pouvoir présenter tout ça de manière pragmatique. En fait, le banquier, il va pas juste te rejeter parce que tu es entrepreneur, il va juste avoir besoin que tu montres plus de garanties, de preuves. Donc tu vas devoir arriver avec un dossier, prouver tes revenus, prouver que tu es en croissance, prouver que tu connais ton domaine, c'est tout simplement ça. Après oui, c'est injuste parce que les mecs en CDI, ils arrivent, ils claquent du doigt, ils ont le prêt. Ce qui peut t'aider à avoir un crédit quand tu es auto-entrepreneur, c'est d'avoir un compagnon ou une compagne qui est en CDI. Donc là, ça va rassurer la banque, tu vas d'avoir un des deux qui est en CDI. Ça peut être d'avoir un garant selon une personne par exemple de ta famille qui va pouvoir hypothéquer sa maison dans le cas où tu ne payes pas, tu vois, ça peut rassurer la banque aussi. Bon, après, il ne faut pas se louper parce que sinon tu prends des risques pour eux. Mais voilà, il y a plein de moyens de le faire. Et surtout, il y a un truc qui a été prouvé, c'est que la persévérance paye toujours. J'ai un ami entrepreneur qui a acheté une maison de 100 000 €. Bon, c'est pas très cher pour une maison, mais en tout cas, il a trouvé dans un coin de France où c'est pas cher. Et il a fait, avant de trouver un prêt, je crois, une dizaine de banques. Il y en a une sur les 10 qui a dit oui. Et cette banque qui a dit oui,
Bah, tout simplement, voilà, elle n'avait pas toutes les garanties. C'est-à-dire que mon ami avait juste 1 an d'ancienneté dans l'entrepreneuriat. Voilà, il n'avait pas un dossier qui était vraiment en or. Donc voilà, on disait souvent qu'il fallait 2 ans d'ancienneté. Ben lui, en 1 an, il a fait. Parce qu'il a été persévérant, parce qu'il allait voir plein de banques. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Donc si tu veux emprunter, alors déjà, je te conseille de le faire avant de quitter le salariat si tu ne l'as pas encore quitté. Donc avant de partir, profite d'être encore en CDI pour pouvoir emprunter. Et si tu es déjà auto-entrepreneur, ben, fais un dossier en béton, persévère et tu vas avoir ton prix, j'en suis certain. En tout cas, je ne me fais pas de soucis. Je sais que quand je vais vouloir emprunter, je vais pouvoir le faire sans trop de difficultés. Troisième question, j'ai Thomas qui demande: bonjour, il me reste 10 ans à tenir dans ma boîte avant la retraite. Est-ce que c'est trop tard pour moi de viser la liberté financière? Alors Thomas, j'ai beaucoup d'élèves qui ont entre 45 et 60 ans. Bon, 60 ans c'est plus rare, mais on va dire que j'ai des gens de 52, 53, 54. Il n'est jamais trop tard pour avoir la liberté financière. Je t'explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, ta retraite, admettons, tu as presque 50 ans. Enfin, tu as 50 ans en fait, tu as presque 60. Donc, tu sais que ta retraite, tu l'auras à peu près à 60, 62 ans. Parce que tu fais partie d'une génération où tu ne vas pas travailler jusqu'à 67 ans. Donc, vu que tu fais partie de cette génération, bah en fait, il te reste quand même 12 ans à tirer. Enfin là, 10 ans en l'occurrence. Donc 10 ans à tirer, ça fait quand même 10 ans d'une vie. Et la liberté financière, on peut l'atteindre en globalement 1 à 2 ans de projet de manière intensive. Donc si tu fais des projets là tout de suite maintenant, en 1 an, tu pourrais gagner peut-être la moitié d'un SMIC, et dans 2 ans, tu pourrais gagner un SMIC. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a 2 choses. Déjà, il y a l'aspect financier. Effectivement, en 2 ans, c'est mieux que d'attendre 10 ans. Donc là, oui, inévitablement, c'est une bonne chose de commencer maintenant, même s'il te reste que 10 ans. Mais il n'y a pas que ça qui est important. Dans la balance, il y a aussi l'épanouissement personnel. La question, c'est est-ce que tu préfères rester 10 ans dans une boîte que tu n'aimes plus, être malheureux au travail, venir bosser la boule au ventre, ne pas avoir beaucoup de vacances, ou est-ce que tu préfères te dire, moi maintenant j'ai 50 ans, mais je m'en fiche, tu vois, je vais commencer une nouvelle vie professionnelle pour m'épanouir. Même, c'est jamais trop tard pour s'épanouir. Peut-être que tu as passé 40 ans de ta vie à faire un taf qui te plaisait pas, et qu'aujourd'hui tu prends un tournant et tu dis, ok c'est bon, maintenant je fais un truc qui me plaît, parce que j'en ai marre de faire un truc qui me plaît pas. Donc imagine la fierté que tu vas avoir à créer un projet, la joie que tu vas avoir de gagner ton argent par tes propres moyens, la sensation de liberté que tu vas récupérer. Je veux dire, qui aujourd'hui peut se dire j'ai la retraite à 52, 53 ans? Pas grand monde. Donc tu vois, tous ces trucs-là, ça te prouve que c'est jamais trop tard pour se lancer. Et si j'étais à ta place, je le ferais tout de suite. J'attendrai pas, je commencerai maintenant pour me dire, à 52, 53 ans, ben au moins j'aurai une forme de liberté financière et je pourrais me dire, voilà, aujourd'hui je peux arrêter de bosser si je veux, mais tu vas voir que tu vas tellement te prendre au jeu que tu vas vouloir continuer à bosser parce que quand tu crées des petits projets rentables, c'est tellement épanouissant que tu n'as pas envie d'arrêter au final et tu continues à bosser même si tu as plus de temps libre. T'es moins dans le stress, t'as pas de patron pour te gonfler, c'est ton projet donc tu trouves du sens dans ton projet. Bref, il n'y a que des avantages à le faire, fais-le. J'enchaîne avec la question de Julien qui me demande: salut, je suis en situation de handicap suite à un souci de santé, je peux faire plein de choses mais très lentement à mon rythme. Aujourd'hui dans le monde professionnel, il faut être réactif, productif et faire toujours plus, effectivement. Cette course à la productivité m'épuise et me fatigue, je me sens inadapté à aucun travail et afin d'avoir davantage d'entrée d'argent et d'être plus serein dans mon quotidien. J'ai aussi une pression de l'entourage qui s'inquiète souvent pour moi parce que je n'ai pas de gros revenus, ce qui me ferait un peu défaut pour mon futur, potentiellement ma retraite. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Merci, à plus. Alors Julien, moi j'ai un truc à te dire, et je pense que tu le fais déjà, c'est de viser le minimalisme. C'est-à-dire que effectivement, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es en situation de handicap. Ok. Ça veut dire que tu vas peut-être pas pouvoir avoir un taf haute responsabilité qui va te demander d'être à fond, qui va te demander d'être vraiment au top. Parce que peut-être qu'au top, tu ne peux pas l'être parce que tu es dans une situation difficile médicalement. Donc, partant de là, il va falloir que tu fasses l'inverse. Au lieu de viser plus de revenus, tu vas pouvoir viser moins de dépenses. C'est-à-dire peut-être, bon déjà, je ne sais pas si tu as une allocation handicapée, mais ça pourrait potentiellement t'aider de faire les demandes si ce n'est pas le cas. Et si tu en as déjà une, peut-être essayer de trouver voilà, un mode de vie minimaliste. Donc le moins d'objets possible. Le confort, voilà, le confort minimal pour être heureux, mais sans chercher à avoir plus de dépenses, plus de crédits, plus de voitures. Vivre une vie plus simple, en fait. Une vie qui va te permettre d'avoir peu de dépenses et qui va donc te demander moins de revenus pour subvenir à ces besoins-là. Moi, à ta place, je ne trouverais pas un taf qui m'épuise. Je trouverais un taf planqué, qui me rapporte un SMIC, parce que le SMIC, c'est le minimum. Avec un peu de chance, tu as, comme je te disais, une allocation handicapée qui te permet de subvenir à tes besoins en plus de ça. Donc admettons que tu gagnes 1200 € net par mois, c'est pas énorme, on est d'accord. Mais par contre, vu qu'ils ne vont pas te demander trop justement de réactivité, de productivité, parce qu'ils savent ta situation, tu vas pouvoir profiter de ça pour, chez toi,
commencer à faire des revenus passifs. Alors tu vas pouvoir investir, tu vas pouvoir également créer des projets et ces projets vont progressivement augmenter tes revenus. Alors ça va pas être la panacée, tu vas pas gagner 4 000 euros par mois dès le début. Par contre, si tu gagnes 1 200 et que d'un coup tu fais 300 euros de revenus passifs ou que tu en fais 500 puis 700 parce que c'est progressif les revenus passifs, là tu vas pouvoir commencer à te dire ok, j'ai ce qu'il me faut pour vivre. Tes proches vont inévitablement moins s'inquiéter. J'ai pas trop de conseils à te donner par rapport à ça parce que les proches, mais malheureusement, tu vois, ils projettent leur peur sur toi, donc ils ont peur pour toi, tu peux rien faire. On va dire que c'est bienveillant dans le fond, enfin en tout cas pour la plupart c'est bienveillant, même si ça peut nous décourager. Donc tes proches, tu ne prends pas trop la tête avec eux, eux ils sont spectateurs, toi tu es acteur. Donc vu que tu es acteur, fais ce qu'il faut pour augmenter tes revenus par tes propres moyens, essaie de diminuer au maximum tes dépenses de manière minimaliste, vraiment vas-y fort sur ce concept-là, ne fais pas des petites économies, vraiment fais des grosses économies et tu verras que cette question de productivité, de salaire ne se posera plus et tu vivras de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus agréable avec ton handicap. J'ai Thierry qui me pose une question toute simple. Quel est ton projet le plus rentable actuellement? Alors mon projet le plus rentable actuellement, c'est tout simplement le projet sur lequel je passe le plus de temps, c'est les 3 libertés. Les 3 libertés, c'est mon projet principal parce que j'adore conseiller les gens, j'adore coacher, j'adore créer des formations pour apprendre des nouvelles compétences. Donc c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Les autres projets que je fais autour, comme la création de livres, la boutique e-commerce, je les adore aussi, mais je les aime moins que les 3 libertés. Les 3 libertés, c'est mon bébé, c'est mon bijou, c'est ce que j'adore faire ça, voilà. Donc ça me plaît. Les autres, je le fais plus pour des raisons économiques, pour des raisons je teste aussi les petits projets rentables qui s'offrent à moi. J'ai effectivement bien vécu de mes livres à une époque, c'est un petit peu baissé les revenus, mais en tout cas, je suis quand même encore à un niveau assez élevé. Donc voilà, moi aujourd'hui, mon projet le plus rentable, c'est celui que je passe le plus de temps, c'est logique, je fais du coaching, donc les coachings, ça coûte cher. Les formations, vu que je commence à avoir une masse de personnes qui me suivent, quand je lance une formation, j'ai plusieurs dizaines de personnes qui l'achètent et donc je génère plusieurs milliers d'euros. Donc mon plus rentable actuellement, c'est les 3 libertés sans hésiter. Et mon deuxième, je dirais que c'est la boutique e-commerce. Et le troisième, les e-books Amazon. J'ai Jason qui me pose la question suivante. Salut, question qui me tracasse en ce moment. J'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle avec mon entreprise. Je quitte fin juin. Bon, du coup, tu as visiblement déjà quitté, vu que j'ai un petit peu traîné à faire ma vidéo FAQ. Entre-temps, j'ai déjà créé mon statut d'auto-entrepreneur, j'ai mon SIRET et je vais m'inscrire au chômage en juillet. Ma question est, faut-il préciser à Pôle emploi que j'ai ouvert mon statut freelance? Vont-ils m'aider ou baisser mes cotisations étant donné que je ne suis pas à 100% sans emploi et que je monte mon business? Alors Jason, il faut comprendre que créer une entreprise, ça ne change rien pour Pôle emploi. Par exemple, alors moi aux dernières nouvelles, je te parle aux dernières nouvelles il y a 2 ans, si tu crées une entreprise, au contraire, la bonne nouvelle c'est qu'ils vont te laisser tranquille. Si tu crées pas d'entreprise, ils vont commencer à te harceler avec les offres d'emploi, ils vont te faire des rendez-vous pour apprendre à faire un CV. Tu vois, quand tu crées une entreprise, tu n'as pas forcément envie de créer un CV, de perdre du temps à aller à des séminaires pour des trucs que tu ne veux pas faire. Donc déjà, en créant une entreprise, l'avantage c'est que tu dis à Pôle emploi, bonjour, je crée une entreprise, je veux me développer, donc laissez-moi tranquille, je fais mes trucs de mon côté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le deuxième truc, c'est les cotisations, elles dépendent de combien tu vas déclarer. C'est-à-dire que si, par exemple, moi j'ai été pendant une période mi-entrepreneur, mi-chômeur, et je sais que quand je gagnais, par exemple, 1200, 1300 euros avec mon entreprise, mes cotisations baissaient. Alors, ça va jusqu'à ton ancien salaire, je crois que c'est ça. Donc, si tu gagnais, par exemple, 3000 euros, tu vas pouvoir gagner 1500 euros avec ton entreprise et 1500 euros de chômage, et tu auras les deux en même temps, tu vas cumuler. Par contre, si tu dépasses ton ancien salaire, là, pour le coup, tu vas avoir une régule. Donc, tu vas avoir les droits qui vont baisser, mais c'est pas grave, je crois qu'ils se reportent. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils se reportent. C'est-à-dire que si, par exemple, tu touches que 800 euros le 1200, ça va être converti en jours supplémentaires de chômage, justement pour te faire tenir dans la durée. Donc, dans tous les cas, tu as tout intérêt à déclarer tes revenus parce que tu vas avoir une régule. Si tu gagnes que 200 euros avec ton entreprise, potentiellement, tu vas toucher que 800 au lieu de 1000 euros de chômage. Voilà. Ça dépend de plein de cas. Ça dépend de ton ancien salaire, ça dépend de plein de trucs, en fait. Mais en général, c'est pas bloquant de créer ton entreprise, c'est pas bloquant de déclarer des revenus. Tout est bien foutu, tout s'adapte, tout s'articule pour que tu gardes un revenu quoi qu'il arrive. Donc ne te fais pas de soucis pour ça. Développe ton entreprise dès aujourd'hui. N'attends surtout pas de finir ton chômage pour commencer. Parce qu'on a une chance incroyable en France, c'est d'avoir le chômage. On a 2 ans d'allocation, alors que dans certains pays, c'est 3, 4, 6 mois max. Donc profites-en. Tant qu'on peut en profiter, vas-y, mets tout le temps dont tu as besoin dans ton entreprise et développe tes projets pour générer des revenus passifs à la fin de cette période-là. Maintenant, il y a Mujib qui me demande « Bonjour, est-ce que tu as peur avant ou en cours dans l'investissement et comment vaincre la peur dans l'entrepreneuriat ?» Alors, est-ce que j'ai peur
avant ou en cours de l'investissement. Avant, non, j'ai pas peur parce que, encore une fois, ça dépend de la stratégie. Moi, j'ai des stratégies qui sont moyen terme. C'est-à-dire que moyen et long terme, en fait. C'est-à-dire que je sais qu'à court terme, je prends un risque. Si je mets de l'argent aujourd'hui, je ne suis pas certain que le lendemain, j'aurai fait une plus-value. C'est pas possible de le savoir. Ça, c'est du trading, c'est du court terme. Moi, je vise le long terme. Le long terme, c'est me dire, est-ce que dans 5, 10, 15 ans, j'aurais fait x2, x3, x5 sur le patrimoine que j'ai investi? Et la réponse est souvent oui, parce que j'ai des méthodes qui sont globales, des méthodes qui vont viser le long terme, qui vont viser la globalité de l'économie et pas juste une entreprise, qui ne vont pas viser un truc en particulier. Donc je limite le risque par la diversification. Je limite aussi le risque par le DCA. Ça veut dire qu'au lieu de mettre 10 000 € aujourd'hui et me rendre compte qu'en fait j'ai acheté mes actions à un prix trop cher, je vais mettre un petit peu chaque mois pour qu'au final j'ai investi de l'argent quand l'économie était haute, et de l'économie aussi quand elle était basse. Donc au final, j'ai un prix moyen qui est correct, un prix moyen. Donc voilà, le DCA et la diversification, c'est les deux moyens principaux, on va dire, de faire en sorte de limiter le risque de perte. Ce qui fait qu'en fait, au final, si tu as la bonne stratégie, tu ne perds pas, tu gagnes. Donc j'ai pas peur avant et j'ai pas peur en cours non plus, tout simplement pour la même raison que ce que je viens de t'énoncer, c'est que je sais que dans 5, 10, 15 ans, même si aujourd'hui ça baisse, ça va forcément remonter. Et donc, j'ai pas à me faire de soucis puisque mon argent n'est pas perdu. Tant que je n'ai pas vendu, rien perdu. Donc, même si aujourd'hui je suis en moins-value, par exemple, admettons, j'ai mis 10 000 € et je me retrouve à 8 000, donc j'ai perdu 2 000 €, tant que je ne vends pas, je n'ai rien perdu. J'ai juste à attendre que ça remonte. Donc, je n'ai pas peur vu que je sais que ma stratégie remonte toujours. Pour vaincre la peur dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de méthode miracle, il faut faire de la gestion émotionnelle, déjà apprendre à gérer ses émotions, parce que souvent c'est de l'émotion en fait, dès que tu arrives à prendre de la distance avec tes émotions et à les regarder de manière pragmatique, tu dis pourquoi cette émotion est là, tu vois, tu te poses la question. Et du coup quand tu rationalises, c'est beaucoup plus simple ensuite de pouvoir passer outre. Donc moi quand j'ai des peurs, le conseil que je donne qui peut paraître bête, c'est quand tu as peur, arrête d'avoir peur. C'est tout simplement passe à l'action. Le passage à l'action enlève la peur. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu as peur d'une montagne russe, tu as peur dans une parc d'attraction de faire une attraction, tu montes dedans, tu trembles comme une feuille, dès que tu l'as fait, tu es content de l'avoir fait. Quand tu veux faire un saut en parachute, avant de sauter, tu trembles, quand tu as sauté, tu dis ouais, je veux le refaire. C'est toujours comme ça. On a peur avant, c'est normal, c'est un réflexe humain qui est là pour notre survie. Maintenant, ce réflexe, il ne faut pas qu'il nous empêche de faire des choses qu'on aime. Donc, il faut réussir à prendre de la distance avec cette émotion-là, avec ce truc viscéral au fond de nous, réussir à le contrôler et passer outre. Et une fois que tu as passé la barrière et que tu te rends compte que tu n'es pas mort, qu'il ne s'est rien passé de grave, en fait, tu continues et là, tu es sur une bonne lancée. Donc, si tu as peur, en fait, c'est bête, commence, lance-toi, force-toi, fais un investissement, achète une formation, suis des tutoriels, fais-toi coacher, j'en sais rien, fais quelque chose, mais passe à l'action. Voilà, même lance-toi tout seul si tu as envie. Mais passe à l'action parce que tu vas voir qu'en fait, tu vas te rendre compte que l'échec ne tue pas, le fait de se tromper n'est pas grave, personne ne compte le nombre de fois où tu tombes. En fait, c'est rien, c'est toi et toi-même. Donc fais-le et tu verras bien. J'ai Aïssatou qui me demande « Bonjour Johan, merci encore pour cette énergie positive et pour tous les conseils utiles. Merci Aïssatou. J'ai déjà créé mon entreprise et j'ai peur de me lancer. C'est comme si on m'empêchait de m'y donner à fond et d'aller chercher des clients. Je suis toujours dans le salariat parce que j'ai peur d'échouer. Tout le monde me dit ne démissionne pas, sinon comment tu vas faire avec ton crédit bancaire et des charges mensuelles. Là, je suis perdu, je ne suis pas heureux dans le salariat. Auriez-vous des conseils à me donner? Alors, déjà, première chose, par rapport à la démission. Je ne te conseille pas de démissionner si tu as des charges. Effectivement, si tu as une maison à payer, si tu as des besoins mensuels pour te nourrir, pour te loger, ne démissionne pas, tu prends un risque. Sauf si, évidemment, tu as le chômage. Si tu as le chômage, tu peux te permettre de démissionner, enfin pas de démissionner, mais en tout cas de quitter ton emploi, soit par une rupture conventionnelle, soit par un abandon de poste, pour toucher le chômage. Mais effectivement, attention, si tu as des charges, ne te jette pas la tête de la première. Moi, je ne propose jamais aux gens de faire ça. Si tu n'es pas heureuse dans ton travail, tu peux aussi changer, prendre un temps partiel. Un truc qui va te demander moins d'énergie mentale, qui va moins t'épuiser, une boîte un petit peu plus sympa. Il y a des boîtes sympas, d'accord? Le salariat, c'est pas tout noir ou tout blanc. Donc, si vraiment t'en peux plus, trouve un moyen d'être au chômage. Si tu peux encore un peu continuer, continue un peu. Voilà, moi, je te conseille de ne pas quitter le salariat de manière abrupte, comme ça, du jour au lendemain. Maintenant, ceci étant dit, la peur, c'est normal. Je viens d'en parler juste dans la question précédente, donc tu as pu un petit peu avoir des réponses. C'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur. On a tous peur d'échouer, on a tous peur de ne pas être à la hauteur, on a tous peur de réussir même des fois. Donc c'est normal, ça fait partie du jeu. Tu passes d'un monde que tu as connu toute ta vie à un autre monde que tu ne connais pas. C'est normal, la peur de l'inconnu est là. Maintenant, encore une fois, qui va compter le nombre de fois où tu vas te planter? Et puis de toute façon, est-ce que tu te plantes vraiment si tu n'abandonnes pas? Tu vois, pour moi, le fait de se planter, c'est abandonner. Si demain je crée un projet et que je dis bon, c'est bon, j'arrête tout, j'ai loupé, j'ai échoué, je retourne dans le salariat, là j'ai échoué. Combien de fois j'ai fait des projets qui n'ont pas marché? Plein de fois.
À l'époque, je connaissais pas bien l'entrepreneuriat, donc j'ai avancé à tâtons, comme la plupart des gens en fait. J'avais pas de formation, j'avais pas de mentorat, j'avais pas de coaching, j'avais rien. Donc du coup, ben, j'y allais tout seul et je me trompais souvent. Et quand je me trompais, j'abandonnais. Ça, c'était un échec. Mais là où je le remets en perspective, cet échec, c'est que j'ai jamais abandonné mon envie d'être entrepreneur. J'ai abandonné le projet, ce projet-là, mais pas tous mes projets. Donc en fait, j'ai jamais vraiment abandonné. Et au final, tous ces échecs sont en fait juste des petits... J'ai trébuché quoi. J'ai appris à faire du vélo, je suis tombé 10 fois, mais je me suis relevé 10 fois. Donc je sais faire du vélo quand même. Et même si j'ai peur de tomber en vélo de temps en temps, ben, je t'en veux plus maintenant, enfin, ou de moins en moins. Donc la peur, c'est une construction mentale, tu vois, c'est un truc dans la tête qui est finalement irrationnel. T'as peur de quoi en fait? T'as peur d'échouer, t'as peur de te lancer, mais t'as peur de quoi? Du regard des gens, t'as peur de... Donc moi je te dis encore une fois, lance-toi. À côté du salariat, l'argent on s'en fiche, t'as pas besoin d'avoir d'argent pour te lancer. Il te faut juste un peu de temps. Donc après le travail, le soir, donne-toi 1 heure par jour pour faire le projet. Le week-end, donne-toi quelques heures. Les vacances, bosse pendant une semaine non-stop. Donne-toi les moyens de réussir. Fais les actions qu'il faut. Contrôle ta peur, domine-la. Dis-toi, ok, c'est irrationnel, ça va passer. Je vais commencer à faire, ça va passer. Apprends à gérer tes émotions parce que c'est effectivement tes plus grandes ennemis. Donc là, j'ai Laura qui me demande quel a été le déclic qui t'a fait quitter le salariat et est-ce que ça a été dur financièrement. Alors Laura, effectivement, il y a eu un déclic. Il faut savoir que j'ai été salarié de 2015 à 2019 et que en fait, ça n'a pas été une longue partie de plaisir. J'ai eu entre-temps un burn-out, j'ai été pas content, enfin, il s'est passé des choses pas bien, j'ai eu des patrons toxiques. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là que je vais afficher ici. C'est quelques vidéos sur mon mal-être dans le salariat, mes expériences que je raconte une par une. Et donc, tout ça pour te dire que oui, effectivement, j'ai eu un déclic. Le déclic, ça a été le jour où j'ai commencé à créer des petits projets rentables. En fait, j'ai eu 2 déclics, tu vas voir. Le premier, voilà, j'ai créé des petits projets rentables, notamment, je rédigeais des petits e-books sur Amazon. J'ai écrit un livre pour le plaisir, parce que j'adore écrire. Et je l'ai publié un petit peu par hasard sur Amazon à une époque de ma vie où voilà, je ne connaissais pas encore tout ça. J'ai publié le truc et puis quelques mois plus tard, je me reconnecte sur mon espace Amazon et je me rends compte que j'ai fait 5 ventes sans rien faire. Et je me dis, attends, j'ai fait 5 ventes avec un livre sans rien faire, donc si j'en fais d'autres, potentiellement, je vais gagner plus d'argent. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai continué à en créer et là, j'ai commencé à avoir des revenus qui ont été en montée en flèche en fait. Surtout qu'en 2017, il n'y avait pas de concurrence à cette époque, c'était vraiment, il y avait tout encore à faire, donc j'ai eu l'occasion de gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Jusqu'à un moment où je suis arrivé à 1200 € par mois. Et quand je suis arrivé à 1200 € par mois, je me suis dit, attends, mais ça sert à quoi de travailler dans le salariat en fait si je gagne un SMIC à côté? Parce que oui, je gagnais 2000 € par mois, plus 1200 € de revenus passifs. Donc dans le salariat, je gagnais 2000. Et j'avais donc 3200 € par mois de revenus. Donc je pouvais investir, je pouvais également me dire, en fait, si je veux quitter le salariat, je peux le quitter, j'ai le droit. Donc il y avait plein de trucs en fait qui s'accumulaient, qui me montraient que j'avais plus besoin du salariat. Et ça a vraiment commencé à tout changer cette façon-là chez moi. J'ai eu un déclic à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, maintenant que je suis totalement indépendant financièrement, pourquoi pas quitter, vivre sur mes 1200 € et développer d'autres activités, notamment celles que je connais aujourd'hui, les 3 libertés, Zen à la maison pour ma boutique e-commerce, les stocks photos et compagnie. Donc j'ai profité de ces 1200 € là pour avoir du temps supplémentaire pour mes autres projets. J'aurais pu me mettre au chômage aussi, ça aurait fonctionné de la même manière. Donc voilà, tu peux dans tous les cas quitter le salariat. Oui, effectivement, j'ai eu un déclic et je pense qu'on a tous besoin d'un déclic pour quitter le salariat parce que plein de fois on a envie mais on n'ose pas, on a peur et compagnie. Puis un jour tu dis stop, j'arrête tout, j'en ai marre, j'en peux plus. Et est-ce que ça a été dur financièrement? Oui et non, ça a été dur parce que je suis quand même passé de 3200 € à 1200. Mais en même temps, ça a été facile parce qu'à ce moment-là, je vivais en couple, je partageais le loyer, je partageais la nourriture, donc j'avais quand même peu de charges. Et quand tu as peu de charges et que je gagne 1200, c'est pas non plus la panacée, tu ne peux pas partir en vacances, mais tu peux vivre, tu peux te dire j'ai besoin de personne pour subvenir à un besoin. Et rien que ça fait la différence. Allez, nouvelle question. Salut Johan, mes proches essaient de me décourager de quitter mon CDI. Je suis malheureux. Comment as-tu géré cela? Merci d'avance Camilla. Alors Camilla, je vais pas te mentir, j'ai une famille qui est assez supportive dans le sens où ils me supportent beaucoup, ils sont beaucoup dans l'encouragement, ils sont pas vraiment là pour me décourager. Donc j'ai pas eu ce problème de famille qui me décourage, qui me dit que je devrais pas quitter mon CDI. Ils ont effectivement fait une levée de bouclier parce que évidemment la famille est là pour te protéger. Ils veulent vérifier que tu débloques pas, que tu dis pas n'importe quoi, que tu as vraiment un vrai projet en tête et que c'est pas juste une lubie qui va te mettre dans une détresse financière. Donc voilà, quand je leur ai dit que j'en avais marre du marketing, que je voulais quitter le salariat et changer carrément de domaine, parce que quand j'ai fait mon burn-out, je voulais carrément tout changer. J'ai voulu être policier pour te dire, tu vois, alors que j'étais dans le marketing et la communication. Donc voilà, j'étais vraiment parti pour tout arrêter, tout changer.
Et j'ai eu une levée de bouclier. J'ai eu des personnes de ma famille qui m'ont dit attention, tu devrais peut-être réessayer une expérience avant de partir. C'est peut-être un peu trop tôt. Fais attention de ne pas te mettre en danger financièrement. Une entreprise, oui, d'accord, mais tu vas faire quoi? Bref, j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont interrogées. Ils n'ont pas été malveillants, ils n'ont pas essayé de me décourager. Seulement, ils m'ont mis en alerte. C'est normal. Après, voilà, moi j'ai que des salariés autour de moi, donc c'est des gens qui ont peut-être sont basés sur leur expérience personnelle. Peut-être que pour eux le salariat c'est pas si horrible que ça en a l'air. Donc du coup, ils comprennent pas pourquoi j'ai été en détresse psychologique. Ils comprennent pas pourquoi je veux changer de vie alors que tout va bien et que je gagne 3200 € par mois. Donc tu vois, ça a été un petit peu dur de leur faire comprendre, mais ils se sont pas opposés au projet en tout cas, donc c'est plutôt positif, voilà. Et en fait, le meilleur moyen d'avoir ta famille de ton côté, c'est de leur prouver que ça marche. Donc moi, ce que je te conseille de faire, si en tout cas tu peux te le permettre, c'est de ne pas leur parler de tes projets, de ne pas leur parler de tout ça. Reste salarié pendant un moment ou quitte le salariat si tu veux. Mais en tout cas, fais tes projets dans l'ombre. N'en parle pas à tout le monde, tu vois. Fais tes trucs. Et le jour où tu commences à gagner 100, 200, 300 € par mois, commence à leur en parler. Et tu verras qu'ils accueilleront la nouvelle d'une manière très différente. Ils vont pas dire ah, moi, mais fais attention. Ils vont dire ah, c'est trop bien, tu gagnes 200, 300 € par mois, mais bravo, comment tu fais? Tu vois, aujourd'hui, quand je dis que je gagne plusieurs milliers d'euros avec mes activités, les gens me regardent pas de la même façon quand je leur disais je vais quitter le salariat pour créer mon entreprise. Ils me font confiance, ils savent que ça marche. J'ai prouvé en fait mon expertise et ma capacité à vivre de mes business. Donc c'est totalement différent que d'arriver et de dire voilà, je vais le faire, mais je ne l'ai pas encore fait et j'ai peur. Surtout que si tu leur en parles dans une période où tu as peur, eux-mêmes vont projeter leur peur sur toi, donc tu vas être dans un cercle vicieux. Le meilleur moyen, c'est d'y aller dans ton coin, d'avoir peur tout seul, ou d'en parler aux gens que tu sais qui pourront entendre cette nouvelle-là, et de laisser les proches un petit peu plus craintifs, un peu plus traditionnels, loin de cette idée-là, jusqu'au jour où ça marche. Allez, question suivante de Kevin. Je procrastine beaucoup sur mes projets, je n'arrive pas à me lancer. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Ok, donc les conseils que je peux te donner quand tu procrastines, ça va être d'abord de faire de la gestion émotionnelle. Parce que la procrastination vient souvent de la gestion émotionnelle. Si tu procrastines, c'est parce qu'il y a un blocage dans ton cerveau émotionnel. Moi, par exemple, j'ai beaucoup procrastiné dans le passé parce que je passais d'une euphorie, l'euphorie d'un nouveau projet, au désespoir extrême du manque de résultats. Et le problème, c'est que quand tu te bases sur les résultats pour gérer tes émotions, tu es dans une attente. Et l'attente, c'est mauvais dans le business parce que il y a des jours où tu ne vas pas faire de vente pendant une semaine, et il y a des jours où tu vas en faire 3 en 2 jours. Voilà, en fait, ce n'est pas de la régularité, l'entrepreneuriat. Donc si tu te bases sur les résultats que tu obtiens pour savoir si tu es motivé ou pas, ça ne marchera pas. Donc la motivation, c'est une émotion, il ne faut pas compter dessus. Il faut que tu trouves autre chose qui te motive à travailler. Par exemple, que ce soit le sens que ça t'apporte, ou le mindset que tu as, ou la vision de ce que ça va t'apporter plus tard. Mais si tu te bases sur les résultats concrets, évidemment que tu ne seras pas motivé, que tu vas procrastiner. Parce que dès que tu vas commencer à bosser sur ton projet, tu n'auras pas de résultats dès le début. Tu n'auras pas de résultats instantanés. Donc si tu attends d'avoir des résultats pour te lancer, tu ne te lances jamais. Parce qu'au début, tu commences toujours à zéro. C'est comme quand tu commences l'école primaire. Au début, tu ne sais pas lire. Donc si tu attends de savoir lire pour être motivé, ça ne marche pas. C'est l'idée de savoir lire un jour qui va te motiver. Reste sur l'idée, mais détache-toi des résultats. Détache-toi émotionnellement de ce que tu ressens au quotidien et ramène ça à quelque chose de rationnel, à du mindset. Pourquoi je le fais? Pourquoi je continue à le faire? Tant que tu seras sur les résultats, sur l'attente, tu seras bloqué. Parce que tes émotions créeront des conflits en toi qui te donneront envie de procrastiner. La procrastination, c'est pas de la flemme en fait. La flemme, c'est un conflit émotionnel qui est irrésolu, qui t'empêche de passer à l'action. Si tu sais pourquoi tu le fais, si tu sais que ça va payer, si tu sais comment le faire, alors la procrastination n'existe plus. Moi, je ne suis pas tous les jours ultra motivé par mes projets. Il y a des matins, je me lève, j'ai pas envie de bosser, mais je le fais quand même. Parce que, comme tout le monde, déjà je dois gagner ma vie, et surtout je me dis... Ok, je sais pourquoi je fais mon projet, ça m'apporte du sens, ça me permet de construire mon empire, ça me permet de vivre, d'être libre financièrement. Donc toutes ces choses-là, en fait, ça me motive. Ça me motive indirectement parce que c'est du mindset, parce que c'est de la vision. Je ne suis pas motivé parce que j'ai fait une vente aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de vente encore, il est midi, c'est pas grave, si j'en fais pas, je ne serai pas démotivé pour autant. Demain, je serai aussi motivé qu'aujourd'hui. Alors évidemment, ça fait toujours plaisir de faire une vente, mais voilà, c'est pas systématiquement des journées où je fais des gros résultats. Et au début, j'en faisais zéro. Toute l'année 2020, j'ai eu mon business de mars à décembre, je gagnais quasiment rien à cette époque-là. Pourtant, ça ne m'a pas empêché de continuer pendant 1 an à persévérer. Donc, détache-toi de tes émotions, détache-toi de tes peurs également. J'ai déjà parlé 2 fois de la peur, donc je ne vais pas y revenir.
Et surtout, trouve-toi un projet qui te passionne. Parce que des fois, quand on se met dans les petits projets rentables, on a tendance à être obsédé par l'argent. Et c'est normal, l'argent, c'est ce qui te permet d'être libre. Donc je dis, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux en générer plus, plus, plus. Le problème, c'est que des fois, à générer de l'argent, je trouve des projets qui ne te plaisent pas. Moi, je me suis lancé dans des projets juste pour l'argent. En me disant, bah oui, ça va me rapporter du fric, donc c'est bon, ça suffit. Sauf que non, l'argent ne suffit pas. Si tu veux être motivé sur le long terme, si tu veux ne pas procrastiner et prendre du plaisir à ce que tu fais, il faut partir d'une passion. Par exemple, quand j'ai créé ma boutique e-commerce, je suis parti d'une passion, le bien-être, tout simplement parce que si je partais d'autres choses, j'allais pas être motivé sur le long terme et j'allais procrastiner. Allez, dernière question de Noémie. Bonjour Johan, j'ai commencé à gagner de l'argent avec mes projets et il faut dire que je ne sais pas comment déclarer tout ça. En fait, je suis allergique à l'administratif et tout ça me fait peur. Peux-tu me dire comment faire, quel statut, comment faire concrètement? Je n'ai rien trouvé de ça, merci d'avance. Bah écoute Noémie, je ne vais pas te faire une réponse en vidéo, tout simplement parce que ça serait trop long de t'expliquer. Mais je vais quand même un petit peu te résumer. En gros, ce que tu as à faire, c'est ouvrir une auto-entreprise, donc une micro-entreprise. C'est un format simplifié pour les entrepreneurs qui débutent. Tu peux déclarer jusqu'à 72 000 euros de mémoire par an. Donc tu as de la marge avant de devoir faire autrement. Tu payes 23% de cotisation sociale sur ce que tu gagnes. Donc si tu gagnes 10 euros, tu paieras 2,30 € d'impôt. Si tu gagnes 0, tu paieras 0. Si tu gagnes 1000, tu paieras 230 euros. Voilà, donc c'est vraiment un impôt qui est juste par rapport à ton activité. Tu payes en fonction de ce que tu gagnes. Tu peux le cumuler avec une activité salariée. C'est très facile à ouvrir, ça prend 5 minutes. Il n'y a pas de comptabilité à faire, en fait, c'est très simple. Il y a juste à déclarer tous les mois sur un site qui s'appelle l'URSSAF Auto-entrepreneur. Mais voilà, comme je te disais, je ne vais pas tout expliquer ici. Juste, je te dis, ne stresse pas par l'administratif, c'est facile. Tout le monde peut le faire sans comptable. Vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller dans la description de cette vidéo. Je vais te mettre le lien d'un article de blog que j'ai écrit qui explique tout de A à Z. J'ai vraiment fait une bible pour déclarer tes revenus quand tu commences à gagner avec tes petits projets rentables. Voilà, donc si c'est ton cas, je t'invite à aller voir en lien dans la description, tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. Merci à tous ceux qui m'ont posé des questions, qui ont joué le jeu. J'espère que ça vous a bien aidé, que ça a répondu à vos interrogations. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans la liberté financière, qui veulent justement se lancer tout de suite, qui n'ont pas encore passé le pas et qui ont été motivés par cette vidéo, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide des 24 moyens de générer des revenus passifs en description de cette vidéo. Voilà, il suffit simplement de le télécharger. Ça va donner plein d'idées de projets rentables qui vont te rapporter des revenus automatiques et donc qui vont te permettre de te libérer du salariat. Tu peux le télécharger en description. C'est gratuit et c'est le point de départ pour atteindre tes 3 libertés financières, géographiques et temporelles.